Najat Vallaud-Belkacem, bonjour, bienvenue sur RTL. Vous êtes bien entendu ministre de l'Éducation et on est ravis de commencer cette rentrée avec vous. C'est évidemment Elisabeth Martichaud qui va vous interroger ce matin sur RTL. Bonjour Elisabeth. Bonjour Yves, bonjour Najat Vallaud-Belkacem. RTL vous a invité pour parler naturellement de la rentrée, mais on va aussi parler de la sortie, celle d'Emmanuel Macron évidemment. A tout de suite, vos réponses dans un instant. 7h44, Elisabeth Martichaud, vous recevez ce matin sur RTL la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. L'événement politique, Najat Vallaud-Belkacem, c'est la démission d'Emmanuel Macron. Il part du gouvernement. C'est une chance pour la France ou une désertion pour convenance personnelle? Écoutez, moi je suis très dubitative, pour ne pas dire plus, sur le sens de cette démarche. Je ne comprends pas comment on peut, quand on est aux responsabilités, dans un moment qui est si difficile pour les Français, quand on a ce privilège d'être dans l'action, justement, au gouvernement, comment est-ce qu'on peut démissionner? Alors, je m'en tiens à ce que Emmanuel Macron a dit hier, parce que je n'aime pas les interprétations et les surinterprétations. Mais si je m'en tiens à ce qu'il dit, il dit qu'il veut être utile aux Français. Mais comment peut-on être plus utile aux Français et à l'intérêt général qu'en agissant au sein d'un gouvernement? Autrement dit, quand il dit hier sur TF1, ça demande un certain courage, c'est ce qu'il sous-entend, de partir, j'aurais pu rester dans le confort de Bercy. Vous vous dites le courage eût été de rester finalement pour mener la bataille aux côtés du président le plus impopulaire de la Ve République. Le courage, l'efficacité, surtout. Je crois que quand on a un engagement politique, ce qu'on cherche, c'est l'efficacité, c'est-à-dire à mettre en accord son projet de société, son envie pour les Français, pour le pays, et ce qu'on arrive à réaliser. Eh bien, l'efficacité commandait en effet de continuer à agir. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, il dit qu'il part sans désaccord politique, et deux, il revendique totalement, et il s'enorgueillit même de son bilan et de son action comme ministre de l'économie. Alors là encore, je ne comprends pas comment on peut s'enorgueillir de son action et ne pas la continuer tant que la possibilité vous est donnée de la poursuivre. Parce qu'il le dit, il estime que le système politique est à bout de souffle et qu'on ne peut pas précisément mettre en œuvre ses convictions dans le système tel qu'il est. Il y a une cohérence de sortir du gouvernement, sortir des clous ainsi pour mener la bataille telle qu'il l'entend. Moi, il n'y a pas une forme d'audace qui vous bluffe? Audace. Non. Audace, audace, modernité, etc. Puisqu'il est beaucoup de questions d'audace et de modernité, je vais vous dire, je vais vous paraître sans doute un peu désuète. Mais moi, je pense que le meilleur service à rendre à la politique, et y compris pour la redorer aux yeux des Français, c'est d'en revenir à des valeurs simples comme la loyauté, la fidélité, l'humilité aussi, et le sens du collectif. C'est une forme de trahison. Et le sens du collectif. Est-ce que c'est une forme de trahison? Nous sommes en effet dans une bataille qui s'engage, pendant laquelle les gens et les choses doivent être clairs. Soit on poursuit ce que l'on a entamé avec les Français et qui débouche sur des résultats qui sont là, qui plus est. La croissance repart, le chômage est à la baisse, l'accès à la santé, aux droits sociaux s'est amélioré pour les Français. C'est le moment ou jamais de le dire. C'est quand même ça le plus important. Ce matin d'être clair, je repose ma question. Est-ce que c'est une trahison? Mais du coup, on n'est plus dans ce combat-là. C'est une désertion, une trahison, de la déloyauté. Moi, je ne veux pas en rajouter davantage. Encore une fois, je ne suis pas commentatrice de la vie politique d'Emmanuel Macron. Je suis qui plus est ministre de l'Éducation nationale à la veille d'une rentrée scolaire. Je profite simplement de votre question pour rendre hommage à Georges Paul-Langevin, qui démissionne aussi pour d'autres raisons, plus personnelles cette fois-ci, mais lui dire qu'elle a contribué absolument à l'outre-mer, mais auparavant elle était en charge de la réussite éducative au ministère de l'Éducation, et donc elle a beaucoup contribué à la refondation de l'école qui voit le jour donc en cette rentrée scolaire partout. Encore un mot d'Emmanuel Macron. Il a répété hier qu'il était de gauche, vous le croyez? Je n'ai pas à le croire ou à ne pas le croire. Ce n'est pas mon objet d'étude, Emmanuel Macron. Et j'aimerais bien qu'on parle de la rentrée scolaire maintenant. Est-ce qu'il va se présenter à la présidentielle, selon vous? Vous l'avez côtoyé, vous le connaissez. Vous l'avez connu à l'Élysée en tant que conseiller. Vous l'avez vu tous les mercredis au Conseil des ministres. On sent que c'est pas votre tasse de thé, comme on dit. C'est pas votre pratique politique. Vous êtes fidèle au chef, ce qui tout à fait peut se défendre. Parce que j'ai le goût de la clarté. Vous croyez que les Français ont besoin d'être encore un peu plus embrouillés? Vous croyez que, à gauche, si du moins c'est à gauche qu'ils se positionnent, on a besoin d'une balkanisation encore un peu plus grande des forces, des tendances, des mouvements et des courants? Non, pas besoin. On a besoin de rassemblement. Et le renouvellement, c'est... Mais le renouvellement, il est autour de François Hollande. Est-ce que ça n'est pas François Hollande précisément qui a porté toute une nouvelle génération en responsabilité? J'en suis une illustration parmi d'autres. Donc le renouvellement, il est là. Sachons être à sa hauteur. Ça ne souligne pas le manque d'autorité de François Hollande qui n'a pas pu le retenir à l'évidence, Emmanuel Macron?
Moi, je crois que ça nous a déjà fait perdre beaucoup de temps que de commenter les allers et retours d'Emmanuel Macron. Mais c'est un événement politique, vous le reconnaissez ? Si vous l'estimez comme tel. Moi, je pense que, par exemple, la rentrée scolaire est un événement beaucoup plus important. On va en parler. J'en viens à elle. Pardon, mais les parents, les personnels de l'éducation nationale, les professeurs qui font aujourd'hui d'ailleurs leur pré-rentrée, sont plus intéressés, à mon avis, de savoir quelles nouveautés on leur a préparées pour cette année que de l'avis de M. Macron. Vous avez sans doute raison, la rentrée c'est très important, mais nos auditeurs ce matin ont appelé et à les entendre, ils sont plutôt tentés de laisser sa chance à Emmanuel Macron dans cette nouvelle pratique politique qu'il propose, qui est peut-être encore un peu floue, mais qu'il propose. Mais encore une question, parce que c'est important de savoir comment vous l'analysez. Est-ce que pour vous c'est un signe d'affaiblissement du chef de l'État? On va beaucoup dire c'est un coup dur pour lui. Est-ce que pour vous ça n'en est pas un? François Hollande n'est pas affaibli par cette démarche d'Emmanuel Macron? C'est pas François Hollande là qui prend l'initiative de cette démarche, c'est Emmanuel Macron. Donc la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça renforce ou ça affaiblit Emmanuel Macron? Moi, d'une certaine façon, si j'étais observatrice extérieure, j'aurais tendance à vous dire que ça l'affaiblit plus que ça ne le renforce. Parce qu'après tout, il a participé sous différentes façons, d'abord comme conseiller, puis comme membre du gouvernement, à l'ensemble de la politique de ce gouvernement depuis au moins 4 ans. Voire plus en amont. Donc, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui finalement fier? Est-ce qu'il ne porte pas avec nous la responsabilité de toute cette politique? Eh bien, s'il en est fier, pourquoi il ne la poursuit pas? Là aussi, il s'agit vraiment d'engagement politique. Être engagé politiquement, c'est se mettre là où on est le plus utile. Eh bien, avoir suffisamment de certitude pour s'imaginer plus utile encore hors de l'exercice des responsabilités, je trouve que c'est gonflé. Voilà. C'est gonflé, pour ne pas dire c'est une forme de désertion. Vous ne voulez pas prononcer le mot, mais c'est bien ce qu'on a compris de votre état d'esprit. La rentrée scolaire, Najat Vallaud-Belkacem, peut-être la dernière pour vous, en tout cas dans ce mandat, ça c'est une certitude. Rentrée des professeurs aujourd'hui, celle des élèves demain et vendredi. Tout de suite, parlons d'un sujet qui a frappé les auditeurs, c'est l'appel à la grève du SNES le 8. Une semaine après la rentrée, c'est approprié contre la réforme des collèges. Vous ne me verrez pas ici porter de jugement sur un choix d'organisation syndicale. Les organisations syndicales font leur choix. Peut-être relevons d'abord, pour être totalement honnête, qu'il s'agit d'une organisation syndicale et qu'il en existe bien d'autres dans l'éducation nationale. Que cette organisation syndicale a décidé de continuer à dire ses réticences face au projet de réforme du collège, qui n'est plus d'ailleurs un projet à ce stade puisqu'il devient réalité en cette rentrée. Donc il devient réalité en cette rentrée. Il espère le SNES qu'il y aura un moratoire sur certaines dispositions. C'est en tout cas le sens de la grève du 8, notamment sur la mise en place des EPI, les enseignements en pratique interdisciplinaire. Non, il n'y aura pas de moratoire. Il y a eu, durant l'année 2015-2016, une préparation extrêmement ambitieuse de cette réforme. Je vais vous le dire parce que je pense que tout le monde n'en a pas conscience. C'est la première fois dans l'éducation nationale que pour accompagner une réforme, nous mettons 1 an de préparation avec 700 000 journées de formation qui ont été distribuées. Alors pourquoi disent-ils qu'ils n'ont pas été écoutés par vous pendant cette année? Comment ça se fait? Parce que il y a eu, en fait, il y a évidemment un panel très vaste et très diversifié au sein des enseignants en question, des enseignants de collège. Vous avez des enseignants qui ont décidé de se montrer résolument hostiles dès le début à la réforme pour des raisons qui tendent au surplus d'autonomie qu'on donne aux établissements. Il y a des enseignants qui pensent que ça n'est pas une bonne chose que les collèges aient une part d'autonomie pour s'adapter à la réalité de leur territoire. Voilà, donc c'est leur idée. Vous avez des enseignants qui étaient inquiets parce qu'il a circulé tellement de fantasmes. Et c'est ça, c'est en ça que cette rentrée est Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? D'abord que tous les fantasmes, vous verrez, ils s'évanouiront d'un coup quand on sera dans la réalité des salles de classe et qu'on verra par exemple que le latin n'a pas disparu, que l'allemand est toujours là, que les disciplines n'ont pas disparu, que faire de l'accompagnement personnalisé des élèves, eh ben c'est pas un énorme surcroît de travail ou que sais-je. Non, c'est quelque chose qui est très intéressant pour faire en sorte que les élèves comprennent le sens de ce qu'ils apprennent, etc., etc. Donc ça, c'est les inquiétudes. Et ces inquiétudes, honnêtement, elles ont été pour l'immense majorité levées l'année dernière dans cette formation. Et puis il y a, on n'en parle jamais, mais pourtant
ils sont là, les enseignants qui sont tout bonnement enthousiastes à mettre en place cette réforme du collège, parce qu'ils l'a demandé depuis des années et ils savent très bien, y compris les enseignements pratiques interdisciplinaires, ce que ça signifie. Il y a eu un chiffrage qui a été fait par le SPDEN, le syndicat des directeurs d'établissement, qui établissait quand même un degré très minoritaire des profs enthousiastes. Mais je voudrais qu'on avance. Est-ce que tous les élèves, vous pouvez vous y engager, auront une classe demain ou après-demain ? Oui, bien sûr, évidemment. Nous avons même, de façon assez importante, améliorer notre système d'affectation qui fait qu'aujourd'hui, y compris par exemple pour les jeunes gens qui ont passé le baccalauréat, prenons le lycée pour changer un peu, qui ont passé le baccalauréat l'année dernière et qui l'ont pas obtenu, aujourd'hui ils sont assurés qu'ils ont une place dans leur établissement d'origine ou dans un établissement voisin pour pouvoir refaire une année de scolarité, ce qui n'était pas le cas avant, car avant ça n'était pas garanti par la loi. Désormais nous avons adopté les textes pour le faire. Question sensible, celle des enfants autistes. Vous avez peut-être entendu sur RTL à 6h30 cette mère qui vous interpelle directement et qui vous dit: venez avec moi demain la rentrée, Najat Vallaud-Belkacem, avec mon enfant autiste. Il n'a pas d'auxiliaire de vie scolaire, en contradiction avec la loi 2005 qui devait absolument nous permettre de le scolariser. C'est un drame, c'est une injustice faite à ces enfants autistes. Qu'est-ce que vous lui dites ? Alors, je n'ai pas entendu votre auditrice, mais je le lui dis, j'espère qu'elle écoute. Je viendrai avec plaisir avec elle pour pouvoir, s'il y a besoin, en effet, régler un dysfonctionnement qu'elle a pu rencontrer. C'est pas si besoin, elle n'en a pas. Elle n'a pas d'AVS. Oui, eh bien, justement, c'est un dysfonctionnement de ne pas avoir d'AVS. C'est ça que je cherche à vous dire. C'est que il ne faudrait pas que ce cas-là particulier occulte la réalité de ce que nous faisons depuis le début du quinquennat sur l'accueil des enfants en situation de handicap. Par exemple, rien qu'à cette rentrée, vous allez avoir 11 000 CDD d'AVS, parce que être AVS, assistant de vie scolaire, c'est-à-dire pour être à côté des élèves en situation de handicap, jusqu'à présent c'était des CDD qui étaient non pérennes, qui étaient particulièrement insécurisés. Eh bien, ces 11 000 vont être transformés rien qu'en cette rentrée scolaire en autant d'emplois durables, de qualité, d'accompagnants d'enfants en situation de handicap. Elle vous attend, vous donnera son adresse. Donc, elle est en Normandie. Non, mais juste d'un mot, pardon, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de parents. Depuis le début du quinquennat, il y a 25% de plus d'enfants en situation de handicap qui sont accueillis dans nos écoles. 25% de plus. Donc il faut continuer. C'est un bel effort. C'était un engagement de François Hollande. Toute dernière question sur ces vacances de Toussaint qui effectivement interpellent aussi, mais alors très très rapidement, des vacances qui commencent le jeudi et qui s'achèvent un jeudi. C'est un souci, vous pouvez le justifier ? Oui, honnêtement, je comprends les difficultés que les parents ou les organismes de tourisme peuvent ressentir à cet égard. Mais vraiment, l'exercice de confectionner un calendrier scolaire sur plusieurs années est tout sauf simple. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec cette situation exceptionnelle qui ne se reproduira pas de vacances de la Toussaint qui sont à cheval sur 2 semaines? Parce qu'on a voulu préserver justement en semaine entière les vacances de Noël, d'hiver et du printemps. Ça veut dire que les 3 vacances scolaires qui vont suivre, à chaque fois, ce seront 15 jours qui suivent bien 2 semaines entières. Or, pour pouvoir tenir ça, avoir une rentrée qui se déroule le 1er septembre, eh bien, on était obligé, s'agissant des vacances de la Toussaint, de céder sur ce point. Par ailleurs, pour que les parents vraiment comprennent bien, si on avait malgré tout dit c'est pas grave, les vacances de la Toussaint, on va les mettre sur 2 semaines pleines, ça faisait rentrer les enfants le lundi précédent le mardi, qui est le mardi 1er novembre, c'est-à-dire un jour férié. C'est-à-dire que les enfants seraient rentrés à l'école le lundi, auraient fait une journée de scolarité, seraient repartis pour un jour férié. Donc vous voyez, la confection d'un calendrier scolaire, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'on l'a fait en concertation avec tous les acteurs, qui d'ailleurs étaient parfaitement d'accord à l'époque où nous l'avons fait. Bonne rentrée Najat Vallaud-Belkacem. Merci d'avoir été ce matin sur RTL. Sur la démission d'Emmanuel Macron, je ne comprends pas cette démarche. Le meilleur service à rendre à la politique, c'est la loyauté, vient de nous dire Najat Vallaud-Belkacem. Et sur la rentrée scolaire, la réforme du collège devient effective. Latin et allemand seront toujours là et tous les élèves auront une classe. Merci.